Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal bilingue sur la CRTV. Dans l'actualité ce soir, présidentielle 2018, après la cour des candidats, le discours des électeurs dans l'isoloir. La campagne électorale s'achève ce samedi à minuit et demain est jour de vote au Cameroun. Dernière nouvelle dans ce journal. Veille de scrutin, le temps politique suspend son vol. Comment les Camerounais passent le dernier jour de campagne? Écho du pays et de l'étranger. Et en nécrologie, fin de compétition pour Maad Daher. L'ancien président de la FECAFOOT s'est éteint hier en N'Djamena, des suites de maladie. L'évocation de son parcours et ambiance au domicile du défunt en fin de journal. Voilà pour les titres. Details now with you, Ugndi. Good evening. Good evening, Romuald. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the bilingual news. Last Monday, October 1st, the president of the National Communication Council, Peter Esoka, congratulated the media for their professionalism and in disseminating information on the presidential candidate. Today, he has cautioned the press to be aware of the stories they recount and stop promoting hate content. Yoti Kaleli Songen attended a press briefing at the National Communication Council today. Her report. From thumbs up to thumbs down, the Cameroon media is losing points in its coverage of the presidential campaign. L'Anecdote newspaper called the Secretary General of the Central Committee of the CPDM, Mr. Jean Kwete, a traitor from within. Friday, October the 5th, La Nouvelle newspaper headlined that the candidates Kamto and Akere Muna are scheming to create chaos from Monday onwards. It is clear that the press has stepped out of its role of informing and building social reliance, disregarding their duty of objectivity and impartiality. The National Communication Council is hitting hard on media organs that derail from their main role. Do not be fooled by divisive speech and incitement to hatred. Always keep the ethical requirements of your noble profession in mind and do not be the media of violence and hate. Instead, be the sort of journalists who seek peace, integrity, and the unity of Cameroon. In fact, be patriotic. To the professionals who will overstep the margins of these Republican virtues, the National Communication Council will be very uncompromising. The press is henceforth expected to act with a sense of urgency and responsibility. In fact, some 6.6 million Cameroonians go to the polls tomorrow to pick the country's president for another term of office. And ahead of tomorrow's voting exercise, the LACAM officials said everything is set for tomorrow's voting, both in the country and abroad. Details with Cynthia Etim. A couple of hours to the D-Day, LACAM officials are making final touches to ensure the day kicks off on a good note. Here at the Madagascar polling station in Yaoundé, this is the last set of election material which are being deposited by LACAM officials. The package includes, amongst others, specimen of braille material for visually impaired voters. This Sunday, October 7, as from 8 a.m., over 1 million registered voters are expected at the polls in the Center region. Since 7 a.m. we started to pack election materials, so every sector has a vehicle. Cameroonians are bracing up to the day, and here at the Komkana communal branch, some are still retrieving their voters' cards. At the LACAM headquarters in Bastos, measures to ensure security have been taken. Important to note is that the over 6 million Cameroonians who registered in the 10 regions of the country are expected at the polling stations to carry out their civic duties.
Gestion et publication de l'information dans les médias en cette période décisive, le président du Conseil national de la communication appelle les journalistes à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme. Face à la presse ce jour au siège du CNC, Peter Essoka a fustigé les allégations sans fondement susceptibles de provoquer des remous sociaux. Sidoine Monkam. C'est dans un ton ferme et une mine serrée que le président du Conseil national de la communication s'est adressé aux hommes de médias. Alors que 5 jours auparavant, il félicitait les journalistes pour leur bonne conduite pendant la première semaine de campagne électorale. Peter Essoka n'a pas caché ses regrets face à l'ampleur des publications peu citoyennes observées dans certains médias ces derniers jours. Le quotidien Le Messager, dans sa parution du 1er octobre 2018, a titré à sa une ainsi qu'il suit: escroquerie présidentielle. Comment Paul Biya enfume les populations de l'extrême nord. Vendredi le 5 octobre, le journal La Nouvelle a affirmé à sa une que les candidats Kamto et Akere Mouna programment le chaos à partir de lundi. Des déclarations sans fondement selon Peter Essoka qui rappellent aux médias le rôle majeur qu'ils ont à jouer en cette période décisive. Le président du CNC recommande de ne pas être les relais d'information à gage et à faire preuve de professionnalisme et de patriotisme. Ne vous laissez pas séduire par les discours de division et d'incitation à la haine. Ayez toujours à l'esprit des exigences éthiques et déontologiques de votre noble profession. Ne soyez pas les médias de la violence, de la haine. Soyez les journalistes de la paix, de l'intégrité et de l'unité du Cameroun. Vis-à-vis des journalistes qui semblent s'égarer en piétinant les principes éthiques et déontologiques, le patron du CNC met en garde. L'organe régulateur sera intransigeant. Et c'est une journée presque interminable pour Elections Cameroun. L'organe en charge de l'organisation matérielle du scrutin boucle également les dernières opérations et les préparatifs. Faisons le point avec Barbara Padiama. Et les camps préparent le terrain pour demain, jour de l'élection présidentielle. Pour satisfaire les 4 934 bureaux de vote qui seront ouverts ce dimanche dans la région du centre, et l'ECAM est en situation de marathon depuis hier. L'organe achemine le nécessaire qui fera l'affaire: des kits constitués des urnes, isoloirs, bulletins de vote, encre, pagne, bref, tout le dispositif pour pouvoir assurer. À l'antenne communale de Yaoundé 2, les bureaux sont sans dessus-dessous. Plus le temps de se poser. C'est parti pour 2 jours d'affilée. Nous avons effectivement, depuis 7 heures ce matin, commencé à charger le matériel dans les camions, les véhicules qui étaient là, principalement des fourgonnettes, parce que vous voyez le contexte, il pleut. Nous avons prévu des véhicules couverts. Les navettes se multiplient pour déposer et installer le matériel dans les bureaux, et même les spécimens de bulletins en braille pour les personnes malvoyantes y sont acheminés. Sur place, dans les antennes, les Camerounais de la dernière heure, ils écument les allées à la recherche de leur carte d'électeur. Et les CAM au passage leur communiquent la ligne verte décrochée au numéro 8292 pour toute éventualité concernant le vote et la carte d'électeur. Pour accompagner jusqu'au scrutin le million d'inscrits dans la région du centre, et les CAM a aussi renforcé sa sécurité. Voyons maintenant l'écho de cette présidentielle sur le continent. L'élection de demain dimanche ne passionne guère les médias sud-africains en général, mais grande exception, la chaîne de télévision INCA, dédiée à l'actualité africaine. Elle ouvre son antenne aux reportages et aux analyses des compatriotes vivant dans ce pays, mais essentiellement séparatistes. Une idée de ce traitement avec Adel Mbala, envoyé spécial à Pretoria.
L'industrie médiatique sud-africaine est l'une des plus florissantes du continent. La SABC domine ce marché en tant que grand groupe étatique. La South African Broadcasting Corporation, c'est une méga entreprise de 18 radios et 4 chaînes de télévision qui émettent dans les 11 langues officielles ici. Deux autres grands groupes privés se partagent ce marché. Mnet et ETV, propriétaires de INCA ici à l'image. C'est l'une des chaînes privées qui ouvre quotidiennement ses antennes aux sécessionnistes massivement présents ici, en Afrique du Sud. I don't think Cameroon is fertile for election. And no strong state has ever been prepared for an election. Vous êtes Camerounais ici en Afrique du Sud depuis 25 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur cette actualité en cours en ce moment, la présidentielle au Cameroun et le traitement qui en est fait ici en Afrique du Sud? Ça fait très mal quand on suit des pareils reportages où il y a des problèmes au Cameroun, il y a des gens qui se tuent. Il y a des bouillonnements de guerre et des choses comme ça. Ce n'est pas un bon ressentiment quand on sait que le Cameroun, c'est l'un des grands pays de l'Afrique et nous aimerions avoir un pays qu'on est fier. Est-ce que vous avez le moyen ici de faire la part des choses entre ce que disent ceux qui sont présents ici et peut-être des informations de première main que vous pouvez avoir du Cameroun? Pas vraiment, parce que nous n'avons pas assez d'informations. Vous voyez, bon, la télévision sud-africaine ne nous donne pas les renseignements, peut-être ce qui se passe vraiment au Cameroun. On apprend ça d'ici, par là, donc on ne sait vraiment pas exactement ce qui se passe. C'est un peu difficile. Voilà donc un aperçu du contexte médiatique de cette élection présidentielle de demain ici en Afrique du Sud. Jean-Baptiste Bachom, Eustache-Omondo, Adel Mbala en Afrique du Sud. Adel Mbala que nous retrouverons d'ailleurs dès demain pour le compte rendu des opérations de vote de ce côté d'Afrique du Sud. Marquons un arrêt à présent pour accueillir l'invité de ce journal avec lequel nous évoquons le contexte et le déroulement de cette élection présidentielle de demain. Professeur Laurent-Charles Boyo-Massala est le directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'inviter et de me recevoir sur votre plateau. D'abord, pour vous, professeur, un jour d'élection comme celui de demain, nécessite-t-il la prise de certaines mesures particulières pour faire régner l'ordre public? Ah oui, je pense bien, oui, je pense que c'est d'autant plus nécessaire qu'on ne peut pas tout prévoir. De toute façon, il peut toujours y avoir un impondérable qui vienne s'inviter et perturber la sérénité du vote. Je pense que des rappels ont été faits d'ailleurs à ce propos par le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la communication hier, qui ont rappelé avec insistance les provisions légales, les dispositions légales qui conduisent au maintien de l'ordre public et évidemment pendant cette période particulièrement. C'est une période cruciale et importante et donc naturellement il est important que tout le monde soit en éveil et plus particulièrement les forces de l'ordre et on peut comprendre donc effectivement cette sortie de ces membres du gouvernement. Il ne s'agit donc pas, de votre point de vue, d'une pression particulière de la part des forces de l'ordre? Non, 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 je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment lieu de s'en inquiéter. Mais il faut bien comprendre la chose. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième vague des processus de démocratisation et le Cameroun est engagé très fortement dans ce processus-là. Ça veut dire que si on peut se féliciter des acquis du fait qu'aujourd'hui il y a une liberté de la parole, une liberté d'association, une liberté des partis politiques depuis les années 1990 avec toutes les dispositions réglementaires et législatives qui ont été prises, on peut également déplorer que parfois les gens abusent de cette liberté. Ils se permettent un certain nombre d'actions, d'activités, de propos qui sont susceptibles évidemment de porter atteinte à l'ordre public et surtout à la sincérité de l'élection. Il est donc important que les membres du gouvernement
en charge de ces questions monte au créneau pour rappeler ces dispositions essentielles qui sont des mesures de sécurité, qui sont des mesures préventives nécessaires pour la sincérité du vote, qui, comme on le sait, au Cameroun comme ailleurs, sont sous le regard de la communauté nationale et internationale. Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur la campagne électorale. Elle s'achève tout à l'heure à minuit, mais comment l'avez-vous trouvée du point de vue des contenus, du point de vue du discours tenu par les différents candidats et donc des offres politiques et même du déroulement global de cette campagne? Ben écoutez, c'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure. Cette deuxième vague des processus de démocratisation nous interpelle en ce sens que nous ne pouvons plus tenir tout en tenant pour acquis le fait qu'aujourd'hui, les partis politiques compétissent librement à des élections et plus particulièrement à l'élection présidentielle. Et on l'a vu avec le nombre de candidats qui compétissent pour cette élection qui va arriver demain. Mais nous pouvons également rappeler qu'il ne s'agit pas de se féliciter uniquement de cet acquis. Il faut également qu'on passe à l'autre vague qui est celui du respect d'un certain nombre de règles qui président à la vie et à la citoyenneté, à la vie politique, à la citoyenneté. Ça veut dire que le contexte électoral ne doit pas donner lieu, ne doit pas être l'occasion pour que l'on tienne n'importe quel propos, que l'on manipule l'opinion, que l'on menace la paix et la sécurité du citoyen, des citoyens, et donc par conséquent que l'on porte atteinte à l'intégrité, à la sincérité du vote. Je pense que de ce point de vue-là, il est important que l'on rappelle cela. Maintenant, on peut également se féliciter de ce qu'on a eu une campagne électorale où les candidats à l'élection avaient reçu tous les moyens financiers nécessaires pour au moins compétir pendant cette période-là. On a eu également, disons, un dispositif de liberté qui permettait à chaque candidat de présenter son offre. Maintenant, quel est le contenu? On peut là-dessus déplorer que, tout à fait naturellement, il y ait si peu de contenu, de consistance. Les propositions qui viennent des candidats de l'opposition, et d'ailleurs le mot opposition est assez malhabile, malaisé à utiliser ici pour rendre compte de ces partis composites qui compétissent pour cette élection, mais qui donnent l'impression que leur ennemi naturel semble être le parti historique, le RDPC. Sollicitons un peu votre regard en tant que spécialiste de la communication politique et enseignant, et même aussi en tant que citoyen. Cette campagne, quels auront été ses points forts et ses points faibles? Écoutez, je l'ai indiqué tout à l'heure. Le premier point fort a été que c'est une élection libre. Les candidats avaient l'opportunité de se déployer sur toute l'étendue du territoire en fonction de leurs moyens. Moyens matériels, moyens humains, moyens techniques, moyens financiers. Bien entendu, sur cet aspect-là, on peut constater que malheureusement, en dehors de certaines villes phares, certaines localités très précises, le reste du pays est resté dans une sorte d'opacité, n'est-ce pas, d'obscurité électorale. Et ça, évidemment, on le sent bien. Et cela montre très clairement que l'élection présidentielle n'est pas l'occasion pour des individus en mal de popularité, n'est-ce pas, de s'énoncer et de se donner à voir sur la place publique. On voit très bien qu'il n'y a pas de contenu qui accompagne. On parle d'offres politiques, mais il n'y a pas d'offres politiques. Et parmi les véhicules de cette popularité, professeur Boyo-Mwasala, il y a les médias sociaux, leur mobilisation durant cette campagne. Comment l'avez-vous trouvé? Écoutez, les médias sociaux, il est très difficile de donner un avis général sur cela. C'est comme si vous mettiez au marché, n'importe quel marché de Yaoundé ou de Douala, et que vous essayiez de trouver les coordonnées, n'est-ce pas, qui organisent les activités des uns et des autres, leurs propos, leur parcours
à l'intérieur du marché central, les logiques qui les portent et les stratégies qu'ils utilisent, qu'utilisent les acteurs du marché. C'est très très difficile. On voit qu'il s'agit là d'une grande route, une avenue qui est ouverte, chacun l'occupe comme il peut et naturellement cela donne lieu à des manipulations, à des fake news, à de la désinformation, à l'injure, n'est-ce pas, à des propos qui sont quasiment inadmissibles, même dans les démocraties les plus avancées. Je crois que nous avons des témoignages de personnes qui sont venues, d'observateurs qui sont arrivés au Cameroun et qui ont été surpris par l'immense liberté, presque illimitée, qui est laissée aux acteurs politiques et notamment pendant la campagne électorale, y compris avec le risque, n'est-ce pas, de mettre en danger l'essentiel de ce qui structure et qui tient notre système démocratique tel qu'il a été bâti par le président Paul Biya depuis les années 90, maintenant, même avant. Et donc, naturellement, on peut s'étonner de ce que les réseaux sociaux, bien entendu, soient aussi violents dans les propositions d'offres qu'ils donnent, mais on les comprend parfaitement. Mais les réseaux sociaux au Cameroun, c'est encore un phénomène extrêmement urbain. Pour terminer, professeur, en 30 secondes, du point de vue de la communication politique et même plus généralement de la communication sociale, demain, quel est le discours qu'il faut tenir ou qu'il ne faut pas tenir? Ben, écoutez, demain, ce n'est pas vraiment le lieu du discours parlé, c'est le lieu du discours agi. Ça veut dire que c'est l'action qui doit céder la place au discours, puisque de toute façon, dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la clôture, qu'est-ce qui va occuper l'essentiel des activités des citoyens? C'est le vote. Et donc c'est par son bulletin dans l'urne que l'on va discourir demain. La communication, là, c'est la communication du bulletin de vote. Et là-dessus, je ne doute pas que la mobilisation, entre autres, de Elections Cameroun, sur cette question, mais également de tous les acteurs politiques que l'on connaît, va aider, soit à ce que tous les citoyens aillent voter dans la sérénité. Ils s'exprimeront plus tard, hein, après 18 heures, après la clôture des bureaux de vote, ils pourront exprimer leur choix, leur liberté de parole. Mais je pense que avant cela, il faut aller voter. Professeur Laurent-Charles Boyou-Mouassala, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci d'être venu ce soir en direct sur la CRTV. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. I would have liked to say something in English, some words, but you know, it's some other time. Okay, thank you very much. And definitely we thank very much Professor Boyou-Mouassala, the guest on this news, and we continue the news with the election fever, which is getting higher and higher, and just how ready is the common voter on the streets. Our reporter in CRTV, Adamawa Ngaundere, caught up with one common voter in Banyo. His report. Few hours to the opening of the 2018 presidential polls, 24-year-old Gwemsi Frederick, one of the 70,000 voters in the Mayo Banyo, is upbeat about his civic duty. The fact that he will be voting for the President of the Republic, the highest office in the nation, and for the very first time makes his head go larger than human, but he succeeds to have a mastery over his emotions. I really want to participate in the presidential election of 2018. And I hope to vote the President of the Republic. Gwemsi Frederick doesn't just aim at the level of casting his votes, he already has some expectations from the President-elect. I really want that you should make the country to be in peace. Really want peace to reign in the country. As the hours die down to minutes and the minutes to seconds, the eyes of Frederick are turned towards his polling station. And as Cameroonians look forward to voting a new president for the nation tomorrow, some political parties used the last day of campaigns for the presidential parties to voters. Luma Slim Davis went round the nation's capital, Yaoundé, and brought back this report.
This is Yaoundé on the last day of campaigns for the 2018 presidential polls. Calm reigns, but in certain areas, some political parties were making last-minute touches and convincing potential voters to win their votes. Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, concludes its campaign train with a rally at Mokolo and a mega musical concert grouping a variety of artists at the sports complex. Everything is okay. The atmosphere of Cameroonian, as I see, everybody is confident of the security and the vote for tomorrow. Everything will be okay. Personally, I'm ready to vote tomorrow 100%. At the explanade of the Omnisport Stadium, the Univer Party of Cabral Libby was present with supporters making last-minute reassurances. We are happy. We are very satisfied in our candidate. So we are going to vote for Kabwa. We are here to push him to a tutti. The Social Democratic Front, the Cameroon Renaissance Party, PUS, and other political parties were simply represented in posters, as their supporters were certainly making their presence felt elsewhere out of town. And out of Cameroon, officials of Cameroon's embassy in N'Djamena in Chad have held a meeting to fine-tune last-minute preparations in view of tomorrow's votes. In fact, over 700 Cameroonian citizens living in Chad are expected to repose tomorrow to participate in the voting exercise. Details with Christian Che Adam. Representatives of 5 out of the 9 presidential aspirants attended the meeting with the Cameroon ambassador Univer and the SDF. The ambassador assured the representatives of the candidates that the election to take place at the Cameroon embassy in N'Djamena will be conducted following all the legal provisions set down by Cameroon's electoral code. He invited the representatives who shall be members of the local voting committee in N'Djamena to remain courteous and patriotic throughout the process. The representatives of the presidential candidates lauded the initiative of the ambassador, saying it brings serenity ahead of next Sunday's poll in N'Djamena. 678 Cameroonians registered to vote in N'Djamena. 2 polling stations have been set up at the embassy, and Elecam officials affirm that all is set for the October 7th presidential election in N'Djamena. And over in Brazzaville, that is in Congo-Brazzaville, the 900 voters nurse great hopes in the new president. As Mark Ambe tells us from Brazzaville, the youth concern seems to be of the youth expectations seems to be of greater concern. Here is Mark Ambe. Cameroonians living in Congo-Brazzaville are business inclined and carry out their activities at Marché Total in the Bakongo neighborhood. They don't mind who will be the next president of Cameroon, but is of the essence. Cameroonians to be progress in all situations, in the term of education, health and economy. We want peace, we want equality, we want development. Much is expected in the area of security. When I go to my country, I'm afraid because there is no security. We want the safe life and the development. The socio-political climate in the northwest and southwest regions is also of prime concern. My expectation is that they should look at the Anglophone crisis that is presently going on and look for at least a good solution that will bring the Cameroon Anglophone and Francophone community together. The hope of many is to see a total overhaul of the system for a better Cameroonian nation. Ce communiqué en provenance d'Elections Cameroun, avant de continuer, le directeur général des élections porte à la connaissance de l'opinion publique en général et des électeurs en particulier que M. Akereta Ben Mouna, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, vient de l'informer du retrait de sa candidature par correspondance en date du 6 octobre 2018 à 13h06 précises. L'intéressé demande expressément que les bulletins de vote du Fonds populaire pour le développement FPD ne soit pas mise à la disposition des électeurs dans tous les bureaux de vote. Le directeur général des élections tient à préciser qu'aucune procédure de désistement ou de retrait de candidat n'est prévue
dans la loi électorale après la procédure d'acceptation de candidature par le Conseil électoral et validée par le Conseil constitutionnel. Bien plus, à moins de 24 heures de l'ouverture du scrutin, il n'est pas possible matériellement de procéder au retrait des bulletins de vote d'un candidat déjà imprimés et acheminés dans les bureaux de vote. C'est un communiqué du directeur général des élections, Dr Éric Essoussé. Prenons maintenant la température de la capitale à quelques heures de l'élection présidentielle. La journée a été consacrée au dernier meeting sur le terrain. Les médias sociaux ne sont pas épargnés de la fièvre qui monte. Voici le thermomètre politique de Daniel Menanga. Un moral haut pour la bataille du 7 octobre. Les militants du Parti Univers réitèrent pour la dernière fois leur soutien à leur candidat. Nous sommes vraiment derrière Cabral Libé. Palais des Sports, un collectif d'artistes promettent leur voix au candidat président Paul Biya en chanson mobilisation encadrée par les forces de maintien de l'ordre. Pas de débordement. Nous avons concentré nos derniers aides de campagne à la mobilisation des jeunes. Avec le conseil initié par son Excellence Paul Biya, le chef de l'État, le président national du RDPC. La température monte encore plus sur les médias sociaux. Soutien, plaidoyer, appel à la paix. Les indécis se prononcent sur leur statut. Les passionnés se déchaînent. Dans quelques heures, le vote, un moment crucial dans la vie de la nation, a confié au Très-Haut. L'élection du président de la République, un événement à vivre sur les antennes de CRTV et CRTV News. Tous les Camerounais des 10 régions n'attendent plus que demain pour accomplir leur devoir de citoyen. Et nous vous proposons ce soir le portrait d'un Camerounais de Bagno dans la Damawa. Un portrait dressé par nos confrères des CRTV Damawa. En toute liberté, Ousmane peut se vanter dans les rues de Bagno. Pour la première fois de sa vie, il va voter pour élire le président de la République du Cameroun. Du haut de ses 24 ans bien sonnés, c'est un moment qu'il attend avec impatience. Je suis né à Fada. Je vais voter seulement le président du Cameroun. Et pour ne pas manquer son rendez-vous avec l'histoire, le jeune électeur est allé repérer son bureau de vote avant le jour J. Je suis sûr que c'est ici que je dois voter. Je sais qui je vais voter. Je n'ai dit à personne. C'est pour moi seul, c'est privé. Normal, le vote est secret. Mais en attendant sa première expérience dans l'isoloir, ce 7 octobre 2018, Ousmane, depuis son quartier Fada à Bagno, se dit fier d'être Camerounais. Et ça, c'est au nom de la démocratie. Les Camerounais qui vivent en République tchadienne sont également dans l'attente de cette élection. Et nous appelons tout de suite Rabia Toula qui se trouve à N'Djamena pour le point en ce qui concerne les opérations prévues à l'ambassade du Cameroun à N'Djamena, au Tchad. L'ambassade du Cameroun est une représentation de l'État. Transparence et neutralité lui sont donc exigées. Les propos de Mohamed Sani Tadimou face aux représentants des candidats en lice sonnent comme un rappel. L'ambassadeur nouvellement nommé au Tchad est venu porteur d'un message du chef de l'État, voir l'élection présidentielle se dérouler dans la sérénité comme tout au long du processus préélectoral. La séance de travail s'était hier à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena et à l'occasion, des dispositions pratiques ont été rappelées. Pas de tenue vestimentaire ni de propos qui militent en faveur d'un candidat le jour du vote. Stop aux actes de vandalisme sur les affiches de campagne. Il faut sensibiliser les votants potentiels afin qu'ils retirent leur carte d'électeur. 250 sont encore en souffrance à l'antenne Elekam N'Djamena. Et surtout, il faut boucler la campagne électorale et aller aux urnes dans la paix et l'esprit de vivre ensemble qui caractérise le Cameroun. Des détails pratiques rappelés par le chargé d'affaires Oumar Oucharé et le premier secrétaire d'ambassade Abirou Awal. Les personnes présentes retiennent que des facilités seront déployées le jour du vote. Des bus sont affrétés pour le transport des électeurs. Des repas sont prévus pour les officiels dans les 2 bureaux de vote. L'ambassade, qui abrite l'antenne Elekam Tchad, restera exceptionnellement ouverte samedi, veille du jour J. Poursuivons ces échos de l'élection de demain à l'étranger, notamment en Afrique, par l'Afrique du Sud. Les jeunes
Camerounais vivant dans ce pays ont des attentes vis-à-vis du président qui sera élu demain. Ils se sont exprimés dans ce reportage d'Adèle Mbala-Tangana, envoyé spécial de la CRTV à Pretoria. À Cape Town, Johannesburg, Pretoria ou Polokwane, la jeunesse camerounaise ici en Afrique du Sud vit passionnément la campagne électorale en cours et débat parfois jusqu'aux petites heures de la nuit, comme ici à Sunnyside, le quartier chaud de Pretoria. Ils rêvent de leur Cameroun et projettent déjà leurs attentes. Nous voulons un gouvernement qui va pouvoir faire des représentations diplomatiques, des espions, qui va pouvoir faire de ses étudiants boursiers à l'étranger des espions, ceux qui vont et copient, étudient et ramènent le savoir à la maison. Nous aurons beaucoup plus aimé que les candidats nous disent leur plan stratégique sur l'enseignement et la recherche scientifique. Pour que les chercheurs, comme nous autres qui souhaiteront rentrer au Cameroun, mettre notre talent en valeur, est-ce que nous serons acceptés? Ce que je vais dire, parce que d'emblée, je suis sûr que le président Paul Biya va remporter, qu'il tient son agenda et qu'il ne le laisse pas à mi-chemin. Parce que nous avons la ferme conviction que tout ce qui est entrepris au Cameroun sera réalisé. Et aujourd'hui, le Cameroun de demain sera un Cameroun fiable. Si nous pouvons avoir une refonte profonde de notre système éducatif qui donne la chance aux étudiants, pendant qu'ils évoluent dans leur cursus scolaire, de pouvoir savoir qu'une fois peut-être bachelier ou licencié, ils ont le choix, ils sont peut-être déjà patrons d'entreprise et que s'ils décident d'apprendre, de travailler, de chercher du travail, c'est pour apprendre, pour approfondir leurs connaissances, gagner en expérience afin de pouvoir se mettre à leur propre compte. Le 8 octobre au matin, le Cameroun va se réveiller avec un nouveau président élu. Le vœu de cette jeunesse que leurs rêves trouvent une place dans les politiques publiques du nouveau septennat. Des attentes également partagées par les compatriotes vivant au Congo-Brazzaville. À la veille du scrutin, notre envoyé spécial sur place, Julienne Vogo, a fait le point des attentes des uns et des autres. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage. Julienne Vogo, envoyée spéciale de la CRTV à Brazzaville, au Congo. Peu importe celui qui prendra le pouvoir, mais tout ce que je demande à celui qui prendra le pouvoir, de mettre la paix dans la partie du Cameroun où il n'y a pas la paix depuis bientôt 3 ans et qu'il puisse aussi continuer dans l'émergence comme nous avons commencé. Elle a quitté son pays, le Cameroun, depuis une année suite à la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Comme elle, Chanel garde un œil sur tout ce qui se passe là-bas et souhaite un avenir meilleur à la jeunesse. Je voudrais que le Cameroun puisse changer, qu'il y ait la paix au Cameroun et que les enfants qui ont fréquenté, qu'ils aient vraiment le boulot, parce qu'ils fréquentent à la fin, ils n'ont pas de boulot, ils sont obligés de sortir, aller à l'extérieur. Ici, à Brazzaville, vit le chef traditionnel Baboucha Ninche de l'arrondissement de Bafang. Fonctionnaire international, son vœu est que la croissance économique passe à 2 chiffres. Et pour cela, il y a des préalables. Que les Camerounais fassent le choix de la raison et pas le choix du cœur. Et le choix de la raison et le choix de la continuité. Le taux de croissance que nous attendons est de 4,7%. Il est souhaitable que nous puissions passer à au moins 8% et pourquoi pas plus tard à 10%. C'est dit que l'élection présidentielle du 7 octobre charrie de l'espoir dans toutes les couches sociales. Et en ce moment, pour achever sa campagne, le RDPC organise un méga concert avec un certain nombre d'artistes réunis à Yaoundé, la capitale. Nous appelons tout de suite pour prendre l'ambiance de ce concert Vanessa Dendiok, en direct du centre urbain. Bonsoir Vanessa. Bonsoir, c'est un palais polyvalent des sports de Yaoundé archi-comble qui vibre en ce moment même au rythme d'un méga giga concert, un don du président de la République Paul Biya à la jeunesse camerounaise. Ils sont venus par milliers vivre en direct l'unité et la diversité culturelle à travers des sonorités colorées, des rythmes variés, classiques et modernes qui font la force du Cameroun. Nous venons de voir défiler une trentaine d'artistes musiciens et humoristes de renom, tous heureux de prêter leur voix à leur champion Paul Biya.
Clôturons ainsi en beauté la campagne présidentielle 2018. Comme vous pouvez le constater, le public fait le show et n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, la soirée promet d'être longue et riche en rebondissements. En direct du palais polyvalent des sports de Yaoundé, je suis Vanessa Denjok pour la CRTV. C'est clair que votre soirée sera longue et mouvementée, Vanessa. Dans la suite de ce journal, ces nouvelles qui intéressent les Camerounais résidant dans la région du centre. Le gouverneur de la région, Nasseri Poulbeya, a fait le point des mesures sécuritaires qui vont encadrer la journée de demain, notamment en ce qui concerne donc le déploiement des personnes, les déplacements. Nous écoutons Nasseri Poulbeya dans cet extrait sélectionné par CRTV Centre. Nous avons pris des mesures pour pouvoir permettre à toutes les populations de voter sans problème. Dans les bureaux de vote, nous avons toutes les informations, tous les renseignements et nous avons des renforts en hommes et en matériel. Nous avons essayé de voir que la sécurité se mette autour des bureaux de vote, aussi autour de certains points sensibles. Quand ces citoyens vont aller voter, qu'ils fassent tout pour respecter les normes éditées dans les bureaux de vote. Pour voyager d'une ville à une autre, c'est interdit. Sauf les gens qui ont le laissez-passer peuvent donc faire les différentes navettes. On n'a pas besoin d'aller rester dans le bureau de vote parce qu'on veut savoir si mon candidat a gagné ou pas. Nous avons donc pris toutes les mesures avec les chefs de corps de la police et de la gendarmerie pour pouvoir renforcer les brigades et les commissariats et les postes qui n'avaient pas suffisamment des éléments. Nous avons mis sur pied les comités de vigilance dans tous les quartiers pour permettre aussi de pouvoir nous relier rapidement les informations. Nous avons un état-major de veille au niveau régional et dans chaque département. Donc vous pouvez appeler à partir de ce soir si vous avez des informations pour le gouverneur ou bien qui doivent être exploitées. As you heard a while ago, youth of the nation's capital, Yaoundé, are having fun at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex. In fact, they are attending a grand concert, a giant musical concert offered by the head of state, President Paul Biya, on this eve of the presidential election to the youth of the nation's capital. And right away, we move to the Yaoundé Sport Complex where we meet our reporter, Cynthia Etim, who is on standby. Hello, Cynthia. Hello to you in the studio. It is a festive atmosphere here at the end of campaign concert at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Thousands of young Cameroonians and the young at heart are enjoying this free concert gifted them by the CPDM presidential candidate Paul Biya. The Yaoundé Multipurpose Sports Complex is a place to be as great Cameroonian musicians like Grace Decker, Ama Piero, Coco Ajante, Ate Bazor, Dynasty Lotigre, and a host of others from the 10 regions of the country are performing live. This great musical concert is organized to close the 2018 electoral campaigns, which ends this midnight. Also gracing the occasion and having fun too are several members of government. Don't you wish you were here? Back to you in the studio. Interesting indeed, Cynthia. Fortunately, we are here doing some other things. And of course, we move on to something else in this newscast. The head office of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FICAM, has been inaugurated here in Yaoundé, with the staff called upon to push activities. The Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elangorba, said the 12.4 billion CFA fund structure translates actions undertaken to improve the working environment of the staff of FICAM. Details with Clarice Aritaka. From the time of conception to the time it took to construct the head office of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, close to 8 years have gone by. A period during which a 6-story building sprung from the 14-hectare surface area.
In his inaugural address, decentralization and local development boss Georges Elanga-Obam described the event as a symbol announcing the springtime of decentralization. He added that beyond improving the working environment of council representatives, that of the staff of the Special Council Support Fund will equally be positively impacted. A view echoed by the management of the organ, insisting that attaining objectives becomes even more pressing. We should look forward for the decentralization in our country, and now we can say that in Africa we have one example of a structure can accompany decentralization. Some 12.4 billion CFA francs was invested in the construction of the structure, whose foundation stone was laid in 2014 and temporarily commissioned on August 6, 2018. 197 offices, 10 meeting rooms, a restaurant and a multi-purpose hall share the same space. The need to be in line with government's determination to promote local development, as outlined in the Growth and Employment Strategy paper, explains the drive behind the program. The challenge of ensuring that councils have all they need to execute the activities is the priority, all were reminded. In fact, the Special Council Support Fund for Mutual Assistance FECAM was created in 1974 to organize local councils, and it went operational 3 years later with missions tailored to embrace changing concept which place people at the center of governance. Moki Edwin Kinzika reports that FECAM has a big role to play in the country's decentralization process. His report. The Special Council Support Fund for Mutual Assistance plays a pivotal role as a vector of development from the base, in line with Article 1 of the 1996 Constitution, which states that Cameroon is a unitary and decentralized state. It is an administrative and functional authority that delegates powers and resources to local councils. FECAM is the funding arm of decentralization in the country, especially as concerns local development, starting from water projects, school projects, health centers, and you can name it. The 44-year-old structure has adapted to the changing concepts in which governance warrants that people make their choices. All the councils have the possibility and they have the opportunity to apply for funding. Most of it, since it is taxpayers' money, FECAM asked for a token to come back. The organ is entrusted the mission of mutual assistance through solidarity contributions, cash advances and the financing of investment projects with the principles of equity and transparency. In the same vein, FECAM takes credit for the funding of the QC Council head office in the South region at the border between Cameroon and Equatorial Guinea. The newly constructed QC Council head office, otherwise known as the Town Hall, has been inaugurated by officials of the Ministry of Territorial Administration. Details with our correspondent in CRTV South in Ebolova. A jubilant population celebrating a new town hall in the border town of Kiosi in the Ntem Valley division of the South region. The building described here as an architectural jewelry cost the state of Cameroon over 250 million francs. In the past, we had a tight town hall with only 4 offices. That made work difficult at the council. This brand new jewelry is coming at the right time. We are grateful to the government. The Mengong Council in the Villa division, situated at some 30 kilometers away from Ebolova, has also benefited from a similar project. Inaugurating the 2 buildings during 2 separate ceremonies in Kiosi and Mengong, the Minister of Decentralization and Local Development said the development of local councils and communities is among government's priorities in Cameroon. Here in the South, decentralization is a reality. Mayors are working and populations are benefiting of what is done. You can just look at this building, how easy it will be for people working here to do a good job.
how it will help. These projects are part of a series undertaken by the state of Cameroon to step up the decentralization process, which the country has embarked on since some times now. Présidentielle 2018, le gouvernement rassure, toutes les mesures sont prises pour préserver la sécurité pendant et après le scrutin de dimanche. Le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la communication ont fait le point des préparatifs du vote au cours d'une conférence de presse hier à Yaoundé. Je vous propose de suivre un extrait du ministre Issa Tiroma Bakari, sélectionné par Séverin Alegambeli. Toutes les mesures ont été prises au niveau du gouvernement pour prévenir tout acte de nature à perpétrer des violences et à créer un climat de désordre sur la moindre parcelle du territoire national. À ceux-là qui, selon toute vraisemblance, fourbissent leurs armes pour provoquer de tels troubles, il faudrait qu'ils se préparent à assumer les conséquences qui en découleraient et à répondre de leurs actes devant les institutions de la République. Ils doivent aussi savoir que vouloir gouverner le Cameroun, c'est d'abord et avant tout respecter ses institutions et ses lois. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a un nouveau siège. L'immeuble a été inauguré ce samedi par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Ilangaobam. C'était au cours d'une cérémonie au siège de l'organisme à Yaoundé, au quartier Mimboman. Je vous propose de suivre ce reportage d'Agnès Solange-Abessolo. L'édifice d'un maintien majestueux traduit une volonté manifeste des artisans du chef-d'œuvre. L'État en premier pour s'adapter aux exigences du développement local. Une réussite tributaire de ses fondations en matière de décentralisation. L'arrondissement de Yaoundé 4e a fière allure avec le nouveau bâtiment siège du FECOM. Ça permet aux magistrats municipaux d'avoir un cadre de travail plus agréable. Il a fallu 4 ans pour réaliser ce projet et des moyens subséquents pour l'exécuter, soit 12,4 milliards de francs CFA. Avec 200 bureaux modernes, une salle polyvalente d'une capacité de 300 places, une salle de sport, un dispositif de protection incendie, une quarantaine de caméras et une fourniture sans interruption en énergie électrique, l'OFECOM inspire confiance. Le FECOM doit se préparer à relever de nouveaux défis et saisir les grandes opportunités qui se profilent à l'horizon. Le futur texte organique devra permettre au FECOM de consolider ses missions de service public, mais aussi de s'ouvrir au marché financier et obtenir ainsi des fonds utiles qui permettront de fournir des concours financiers plus substantiels aux collectivités territoriales décentralisées. Et pour la coupure du ruban symbolique, membres du gouvernement, autorités administratives et religieuses, autochtones et magistrats municipaux étaient présents. Un événement qui fera certainement date au FECOM. Et il faut dire que l'État fait du FECOM un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. L'organisme s'occupe en priorité du financement des collectivités locales et de la formation des élus locaux ainsi que du personnel municipal. Le regard de Séverin Alegambeli sur la place du FECOM dans le dispositif de la décentralisation. Au service du développement local, la formule concise et frappante retranscrit la mission première du Fonds spécial d'équipement, d'intervention intercommunale, mission d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées dans le processus de développement en leur donnant une assistance financière et technique. Avec les lois de décentralisation de 2004, le rôle du FECOM s'est retrouvé accru pour accompagner les collectivités dans l'exercice des pouvoirs transférés, notamment en apportant des financements complémentaires à ce que l'État apporte déjà aux collectivités.
collectivités à travers la fiscalité, les dotations. Au quotidien, les municipalités bénéficiaires des retombées de la mobilisation financière du FECOM arrivent à construire des ouvrages et à s'équiper au grand bonheur des communautés locales. Le FECOM s'est beaucoup modernisé et que le FECOM a multiplié des guichets d'intervention qui permettent aux communes qui travaillent aujourd'hui de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se développer et d'avancer. Nous attendons qu'il y ait d'autres améliorations concernant les projets à valeur ajoutée, des accompagnements des projets d'un certain niveau qui nécessitent des concours beaucoup plus importants. Dans le processus de décentralisation en cours, le FECOM est le bras séculier de l'État. Aux communes, il assure l'assistance conseil et la formation des élus locaux, renforçant ainsi leur capacité de gestion. La phase visible de l'accompagnement, c'est surtout le financement des projets sociaux. Le FECOM apporte ces financements à travers le reversement des ressources, mais également à travers le financement d'opérations directes. Et donc, le FECOM accompagne les collectivités à jouer pleinement leur rôle dans l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, parce que la décentralisation sans amélioration du cadre de vie des populations est vaine. Après 40 ans de vie commune, il y a lieu de parler d'un mariage de raison entre le FECOM et les collectivités territoriales décentralisées. We take you to the West region where officials of the Ministry of Territorial Administration have handed over to one of our correspondents in CRTV West in Bafoussam. This is the truckload of goods comprising of household necessities that emptied its contents first in Galim and later in Bacham. In the localities, the various divisional officers received the goods on behalf of their internally displaced persons. They were handed over by the Director of Civil Protection in the Ministry of Territorial Administration on behalf of her minister. This mission is in the framework of the humanitarian assistance plan under the high instruction of the head of state. The Minister of Territorial Administration sent a mission that I'm a lead in Bamuto's division to take this assistance to the IDP, give them a message of to console them that government is with them and will help them to build their houses, health centers and school classroom. Some of the beneficiaries were short of words to express their gratitude to the head of state, Paul Biya. I came to Galim because of the crisis which I'm facing in my own village in Boya. I pray that as the president should live long and sit on the throne so that he will bring peace back to my area. It was an occasion for the West Governor's representative, Zua Minlo, to reassure the IDPs of government concern for their predicament. In the days ahead, more is set to be on its way for the ever-rising numbers of IDPs, set to be over 8,000 in Galim and Bacham subdivisions. Some 15 interns from 7 different countries have received end-of-course attestations from the International School of Security E-Force here in Yaoundé after a 2-week refresher course in peacekeeping. The training aimed at improving the capacity building of the military officers in peacekeeping. Details with Divine Micah. Here day, 15 interns with their end-of-course attestation in hand to attest the knowledge acquired in peacekeeping and tactical intelligence capacity. These 15 interns can now be referred to as reinforced peacekeeping trainers. This is the second internship in refresher courses for peacekeeping trainers, REPFO. The internship was supervised by certified Cameroonian trainers from the UN. This training has helped in developing peacekeeping tactics in the interns. It has equally given them more knowledge in information gathering and security. Alongside Cameroonian interns were interns from Togo, Senegal, Niger, Burkina Faso, Cote d'Ivoire and Guinea-Conakry who expressed satisfaction. We are here to update our know-how on how to maintain public order
The first of this batch is an intern from Niger with an annual score of 15/20, and the last only came 2 points below the first with a 13/20. Family as well as well-wishers came to accompany and cheer up the interns. We take you to the North region, where a campaign to keep the town of Garoua clean has gone underway. The campaign, in fact, seeks to give a facelift to the North regional capital city as the city prepares to host matches of the AFCON 2019. Built for Cameroon. Details, courtesy CRTV North in Garoua. Equipment made up of wheelbarrows, spades, boots, amongst others, have been handed to youths of the Garoua 2 Council, who are expected to engage in a cleaning campaign to promote hygiene and salubrication in the city of Garoua. They will have the task of collecting and cleaning all the areas in the waters and make sure that they can collect all those things and bring at a level where the workers of Izakam will proceed and do the rest. Present at the occasion was the mayor of the Garoua 2 Council, Ibrahima Bakindu, who reiterated the importance of a healthy environment and the essence of such a campaign. For the next 30 days, the youth will engage in cleaning measured waters and the collection of waste disposal. A sum of 50,000 francs each at the end of the campaign. Thus, the campaign will go a long way to avoid epidemics such as cholera and beautify the city of Garoua for the upcoming African Cup of Nations. Fin de formation de la deuxième cuvée de stagiaires de l'École internationale de force et sécurité de Yaoundé. Les officiers venus de 7 pays africains pour le renforcement de leurs capacités opérationnelles ont reçu des parchemins hier à l'EI-Force, au campus de l'EI-Force, et le compte rendu de Stéphane Zé Momo. Ils sont au total 15 fonctionnaires et éléments de la gendarmerie qui achèvent ainsi leur stage de recyclage à l'EI-Force. 2 semaines, c'est le temps qui aura été nécessaire pour renforcer leurs capacités dans le domaine de l'enseignement fondamental de sécurité. L'objectif de cette formation visait non seulement à raviver le vivier de plus de 250 formateurs en ordre public déjà formés à l'EI-Force, mais de revoir leurs connaissances suivant les exigences de formation prescrites par les Nations Unies. Les évolutions du contexte opérationnel, les engagements de l'EI-Force et le souci de positionner leur formation aux standards de l'ONU imposent une mise à jour régulière des connaissances, des formations en ordre public. Au terme de cette formation, les lauréats se disent prêts à mettre en application les connaissances reçues. On revient à l'EI-Force pour être perfectionné, pour être mis à niveau dans nos qualités de formateurs en ordre public. À ces 15 lauréats venus de 7 nationalités d'Afrique, il a été demandé de donner du contenu à leur diplôme et d'être les 10 ambassadeurs de l'EI-Force partout où ils seront appelés à servir. Allons à présent dans l'extrême nord avec cette célébration d'Izakam qui célèbre donc ses 10 ans d'hygiène et de salubrité dans la partie septentrionale. Les cérémonies ont eu lieu à Maroua au cours de la semaine qui s'achève. Les précisions dans ce reportage d'Aboubacar Abo de CRTV. C'est une carte de vœux immaculée de propriété qui a été remise à Izakam. La société d'hygiène et de salubrité a soufflé sur sa 10e bougie. Les flammes de l'effort et de l'engagement ont illuminé le septentrion. 10 ans de curage régulier de caniveaux, de balayage de rues, d'assainissement des quartiers. 10 années pleines au service de l'hygiène et de la salubrité. Les villes de Ngaoundéré, Garoua et Maroua respirent ainsi l'air frais de la pureté. Le directeur général d'Izakam est venu en attester et à l'occasion, il a été élevé à la distinction de citoyen d'honneur de la ville de Ngaoundéré. Izakam a toujours gagné et que Izakam a toujours donné satisfaction. Je pense qu'il n'y a pas meilleur interlocuteur que Izakam. Nous comptons, nous attendons la signature du 3e contrat. À
Armé de pelles et de râteaux, Isakam mène une bataille contre l'insalubrité dans le septentrion. Elle est déterminée à gagner sa CAN sur le terrain de la propriété. Je serai toujours au front, Garoua, Maroua, il y aura des curieux qui vont venir visiter. Il faut que quand ils arrivent à Maroua, qu'ils voient une ville propre. Et pour compléter l'équipe, les chefs traditionnels ont été interpellés pour la sensibilisation des populations. Pour galvaniser les troupes, le directeur général d'Isakam annonce que de nouveaux camions seront mis en service dans le septentrion afin de mieux préparer la CAN Total Cameroun 2019. Et cette triste nouvelle, le monde du sport est en deuil. Maha Daher, ancien directeur de l'INJS et président de la FECAFOOT ayant conduit les Lions indomptables au mondial de 1994, est mort hier à N'Djamena au Tchad des suites de maladies. 24 heures après son inhumation à Kousseri, l'atmosphère au domicile du défunt à Bastos ici à Yaoundé est lourde. Le récit de Jean-Cyriac Besseux. Au domicile de Maha Daher au quartier Bastos à Yaoundé, la famille du disparu porte le deuil. Amis et connaissances se succèdent pour compatir à la douleur qu'impose la nouvelle de sa disparition tombée aux premières heures du vendredi 5 octobre. Ce domicile, Maha Daher l'a quitté sur ses deux pieds le 13 septembre dernier pour un voyage d'agrément à Kousseri. Malheureusement, durant son séjour à l'extrême nord, l'ancien directeur de l'INJS sera attaqué par une vilaine grippe accompagné de la fatigue. Les deux visiteurs impitoyables réussiront à le terrasser 2 jours avant son retour programmé à Yaoundé, laissant son épouse et ses 7 enfants inconsolables. C'est un père attentionné, un père aimant, le meilleur père qu'on n'ait plus jamais eu. On s'apprêtait à célébrer les 50 ans de leur mariage à fin d'année. On y réfléchissait déjà. Malheureusement, il nous a quittés avant. Il a laissé des enfants, des petits-enfants aimants. Il a donné la meilleure éducation qu'il a pu avoir. Pour que lui dise merci pour tout ce qu'il a fait, même comme c'est difficile. Ainsi s'achève le parcours d'un homme de 75 ans, calme, pondéré et discret, qui aura réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans les annales du sport camerounais. Handballeur, volleyeur, nageur, coureur de haies, Maha Daher était aussi un dirigeant sportif, major de la promotion des professeurs d'EPS, sorti de l'INJS en 1964. Il a dirigé la Fédération camerounaise de football de 1994 à 1996. La terre de Kousseri, son village natal, s'est refermée sur lui vendredi, un jour béni pour le musulman qu'il était. The death has been announced of Maha Daher, former director of the National Institute of Sports and Youth and Sports and former FECAFOOT president. Maha Daher died yesterday, Friday, at 1 p.m. in N'Djamena, Chad, after a brief illness. Sport reporter Badwin Sama visited the residence of the late Maha Daher here in Yaoundé and now paints a picture of the ambience that prevailed today. At the Maha Daher residence in the Bastos neighborhood Saturday morning, it was a moody atmosphere that welcomed us 24 hours after the death of Maha Daher. Here, his children, grandchildren, family members and loved ones continue mourning the death of a family head described by many as fatherly, hardworking and discreet. He was the strong man in the family. We don't have words to express, we don't have it. It's very difficult for us, for our mother. They have spent 49 years together, and it is very difficult for us. Family members say he left Yaoundé on September 13 this year, accompanied by his wife for Kousseri in the far north region via N'Djamena, Chad, and was to return on October 2 this year, but unfortunately he caught a cold on Wednesday this week before finally dying at 1 a.m. Friday morning. Maha Daher lived a successful sports life as he served as one-time director of the National Institute of Youth and Sports and president of the Cameroon Football Federation between 1994 and 1996. He was a former handball and volleyball player and a lover of swimming.
Maha Dahe dies at the age of 75, leaving behind a wife, 7 children, many grandchildren, and a sports family to mourn him. Cela fait 3 semaines que l'opération Yaoundé Ville Propre a été lancée par le préfet du Mfundi, Jean-Claude Tila. Cette campagne d'assainissement urbain a été impulsée par le président de la République. Les maires de la capitale, interrogés par nos équipes, saluent cette opération. Laetitia Onana. La ville aux 7 collines fait sa toilette en cette veille d'élection présidentielle. Depuis quelques semaines en effet, les 7 communes d'Ongola sont à pied d'œuvre suite au lancement officiel de l'opération Yaoundé Ville Propre. C'est une opération qui est voulue, instruite par le chef de l'État. Cette opération pour nous vient à point nommé parce que les quartiers étaient déjà assez pollués. L'élan est venu encore du chef de l'État qui voudrait que Yaoundé soit encore davantage plus propre qu'avant, raison pour laquelle, sous la coordination de notre préfet du Mfundi, les 7 communes ont pris l'engagement de relever le défi. 200 jeunes par arrondissement, encadrés par des agents communaux, sont déployés sur le terrain. Cette opportunité est très bienvenue parce que vous voyez, elle occupe nos jeunes et ce serait très bien qu'on nous appuie davantage pour qu'on continue, nous, à notre tour, d'appuyer Isakam. Nous saluons l'initiative du chef de l'État et lui disons merci, Monsieur le Président. Je voudrais également rappeler que cette opération ne se fait pas qu'à Yaoundé. Elle est même étendue dans les autres régions et dans d'autres départements. Et c'est dans la bonne humeur et l'espoir que l'initiative perdure que les équipes contribuent à cette campagne d'hygiène et de salubrité. And with that story, Remiar will come to the end of the Balunga News. It's 11 minutes past 8 p.m. in Yaoundé. Thanks very much for watching. Do take the appointment for tomorrow, and don't forget tomorrow is voting day. Cameroonians go to the polls to pick a new president. Et à cette occasion, la CRTV vous soirée électorale animée par Aimé Robert Biyina et Ben Meno Poufon. Mais déjà tout à l'heure à 20h30, le journal de la présidentielle avec Catherine Toulou et Patricia Leba Metoxon. Bonsoir et bonne élection.